Nous avons retenu 5 valeurs. Philippe les a évoquées. Je n'ouvre pas le débat sur les choix. Évidemment, d'autres auraient pu être retenus. La démocratie, la liberté, l'égalité, la justice, d'autres encore. Mais sur les choix que nous avons faits, quel contenu leur donner? Comment les concilier entre elles? Voilà, je crois, les questions auxquelles Jean-Michel Blanquer, Monique Cantos-Perber, Dominique Schnapper, Hervé Letreux et Dominique Régnier, qui va faire la synthèse, vont devoir répondre. Et pour commencer, et ça a beaucoup de sens à la fois que nous commencions par ce thème et avec Claire Hédon, présidente d'ATD Quart Monde, la dignité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi cette démarche un peu hésitante. J'aurais bien voulu vous raconter que j'ai fait des exploits sportifs. Je me suis juste pris une table de salle à manger sur le pied, une très lourde. Donc la démarche est un peu hésitante et je ne bougerai du coup pas beaucoup. Pourquoi vous m'avez demandé d'intervenir sur la dignité? Et alors je me suis dit qu'on allait partir sur un postulat de départ, c'est qu'a priori, vous êtes tous d'accord que la grande pauvreté est une atteinte à la dignité des personnes. Et on va partir de ce postulat-là. Il y a 3 points que je voudrais aborder avec vous. D'abord, finalement, pour les personnes en situation de grande précarité, qu'est-ce que la dignité? Qu'est-ce qu'elles en disent? Un deuxième point que j'aborderai avec vous, c'est finalement ce qu'on pourrait dire quelles sont les conditions ou les moyens de cette dignité, même si le terme conditions moyennes ne sont pas forcément très beaux. Et puis un dernier point, parce que vous êtes ici, j'aurais quand même envie de vous dire, mais voilà, qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je voudrais commencer par vous lire 2 interventions de personnes en situation de grande précarité, au chômage de longue durée pendant longtemps et qui ont retrouvé un travail dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. 10 territoires ont été sélectionnés pour créer des entreprises à but d'emploi qui embauchent l'ensemble des chômeurs de longue durée pour des travaux utiles à la société qui n'ont pas souvent suffisamment de valeur marchande. Je voudrais vous lire ce que dit Jean-Michel. Il travaille dans l'entreprise à but d'emploi La Fabrique, qui est en Meurthe-et-Moselle, à Colombey-les-Belles. Et il dit, moi, j'ai jamais touché le RSA, le revenu de solidarité active, ni rien. C'est que j'ai ma dignité. C'est important. Je ne suis pas le genre à demander. Je ne veux rien devoir à personne. Et on ne lui parlait pas de dignité. Quand il disait ça, nous, on lui parlait simplement, mais voilà, qu'est-ce que ça change finalement d'avoir un travail? Ce mot dignité revient très vite chez les personnes en situation de précarité. Et puis une petite parenthèse sur ce qu'il dit, sur le RSA. Quand on parle de fraude au RSA, c'est vraiment pas le problème. Le problème du RSA, c'est le non-recours. Un tiers des personnes qui devraient bénéficier du RSA ne le demandent pas, tellement les démarches sont compliquées, mais tellement aussi le regard qu'on porte sur ces personnes d'assister, et justement ils ont leur dignité, donc ils ne veulent pas dépendre des aides. Une deuxième phrase de Chantal, qui est elle aussi salariée d'une entreprise à but d'emploi dans un autre territoire, et elle dit, à propos de ses collègues, on est une bonne équipe, on est tolérants les uns vis-à-vis des autres, on fait attention aux autres, on fait tous partie d'une même aventure, on veut faire au mieux pour que l'entreprise prospère, qu'elle marche, qu'elle aide les gens à retrouver la dignité. On en vient bien à cette question du lien entre travail et dignité. Je voudrais vous citer un 3e exemple de Donia Lorena qui est au Guatemala et qui travaille sur une décharge. Et on lui renvoie souvent le fait qu'elle fait un travail indigne. Mais elle dit, ce n'est pas mon travail qui est indigne, ce sont les conditions de travail qui sont indignes. Et puis, un dernier exemple qui est valable aussi bien avec des familles avec lesquelles on est en Bolivie qu'au Sénégal, sur le fait que l'atteinte à la dignité peut tuer. On accuse beaucoup les femmes dans les pays en développement de ne pas être raisonnables, de ne pas faire suivre leur grossesse, de ne pas aller accoucher dans des centres de santé. Elles ont souvent des difficultés financières pour y arriver, puis elles ne sont pas toujours très bien accueillies. Et on a des exemples aussi bien en Bolivie ou au Sénégal, où les femmes sont venues pour une première grossesse, mais sans avoir fait pour accoucher dans un centre de santé, mais sans avoir fait le suivi de la grossesse parce qu'elles n'en avaient pas les moyens. Elles ont été très mal accueillies dans le centre de santé, et la fois d'après, elles ne sont pas revenues. Et on a des exemples de femmes qui décèdent en accouchant parce qu'elles ne sont pas dans des centres de santé, mais parce que la première fois, elles ont été mal accueillies. Donc oui, l'atteinte à la dignité peut tuer
peut tuer des personnes. Cette question de la dignité, elle est très présente dans notre mouvement ATD Quart Monde. D'abord parce que ATD, ça veut dire agir tous pour la dignité. On pense que cette question de la dignité est absolument centrale. Ça fait partie de nos principes de base. L'extrême pauvreté, la très grande pauvreté humilie, détruit les gens et atteint à leur dignité. Alors une fois qu'on a dit ça, quels sont les moyens de la dignité? Quelles sont les conditions? Moi, je voudrais d'abord vous définir la pauvreté. Je ne suis pas du tout à l'aise avec la définition qui est donnée en France et dans les pays européens à 60% du revenu médian. Le revenu médian en France, à peu près 1 800 €, la moitié de la population gagne plus, l'autre moitié moins. Et le seuil de pauvreté en France est fixé à 60% du revenu médian, c'est-à-dire à 1 000 €. 1 025 € très précisément. Ça ne dit rien de la grande pauvreté. Et si on prend un couple avec 2 enfants, ce seuil de pauvreté, il est à plus de 2 000 €. Je ne dis pas qu'on vit bien avec ça, mais ça ne dit rien de la grande pauvreté et je pense que ça cache la très grande pauvreté. L'ONPES vient de rendre un rapport où ils ont basé toute leur étude sur 50% du revenu médian, c'est-à-dire à moins de 850 €. Moi, je vous parlerai plus volontiers des 40%, sur le 40% du revenu médian, c'est-à-dire moins de 680 €. Et là, dans notre pays, il y a 2 200 000 personnes qui vivent avec moins de 680 €. Comment est-ce qu'on peut vivre avec si peu? Et définir la pauvreté que par des revenus financiers, c'est très limitatif, parce que la réalité de la pauvreté, c'est un non-accès aux droits. C'est de grandes difficultés d'accéder aux droits que sont le logement, le travail, une éducation de qualité, l'accès à la santé, l'accès à la culture. Et c'est ça la réalité. Et donc j'en viens à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous célébrons cette année les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et les 20 ans de la loi contre les exclusions. Je voudrais vous lire l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. La dignité est omniprésente dans cette déclaration des droits de l'homme. Et s'ensuit, dans l'article 22, le droit au travail, au loisir, au niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, l'alimentation, l'habillement, le logement, l'accès aux soins, la culture, l'éducation, tous les droits dont je vous ai parlé avant. Mais la réalité, c'est que ces droits ne sont pas effectifs pour les plus pauvres. La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions parle aussi de dignité. Elle dit que la lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Elle tente à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans le domaine de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation, de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. On voit bien dans ces deux textes, pas de dignité sans accès aux droits, sans respect des droits. Mais franchement, comment est-ce qu'on peut parler d'égale dignité aujourd'hui en France quand on voit des millions de personnes qui n'ont pas accès à ces droits fondamentaux? Des millions de personnes qui n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas accès au travail, qui ont des difficultés à avoir une éducation de qualité. Je sais que c'est une des préoccupations du ministre de l'Éducation, la question de ces jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire. Moi, c'est une de mes découvertes dans le mouvement ATD Quart Monde quand j'y suis rentrée il y a 25 ans. On peut avoir fait toute sa scolarité en France et être en immense difficulté de lecture et d'écriture. Et quand je dis ça, c'est vraiment annoncer quand on lit, écrire très difficilement. Comment est-ce possible cette question-là? Donc la réalité, ce sont de grandes difficultés d'accès aux droits. Le deuxième point important, c'est le regard des autres. On a plus ou moins, dans notre inconscient collectif, le fait que si les personnes sont en situation de pauvreté,
c'est qu'elles ont raté quelque chose. Il y a quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à faire. On ne le dit pas ouvertement comme ça, mais on sent bien que c'est présent dans notre inconscient. Ce changement de regard est absolument capital. Moi, ce que je vois autour de moi dans les plus pauvres, c'est une énergie incroyable pour se battre, pour obtenir, pour vivre, pour survivre. Je pense que c'est vraiment important cette question, ça nous renvoie au rôle de la société et pas simplement du politique. Et c'est une partie qui est difficile. Comment changer le regard de la société sur ces questions-là? Comment être sûr que la société est aussi convaincue que la priorité des priorités, c'est cette lutte contre la pauvreté? Le troisième point, moyen, condition qu'on pourrait dire sur ces questions de dignité, c'est aussi la question du lien avec l'autre. On voit bien que cette question de la dignité, elle est dans le regard de l'autre et dans le lien qu'on peut avoir avec les autres. Et là, je voudrais en venir à la question de la participation des personnes. Qui est-ce qui imaginerait aujourd'hui une loi de santé sans les associations de patients? Eh bien, on est encore capable aujourd'hui de travailler sur les questions de pauvreté sans associer les plus pauvres, sans leur permettre une réelle participation. Et là, je sais que notre mouvement a du mal à se faire comprendre là-dessus. Parce que là, il y a des conditions à la participation. Ce n'est pas si simple quand on a été exclu pendant des années, quand on n'a jamais eu la parole, quand on est en difficulté de lecture et d'écriture, de réellement participer, de réellement prendre la parole. Tout ça demande énormément de temps et énormément d'investissement. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous êtes là, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de vous développer cette partie-là. La première, c'est qu'il n'y a qu'un seul objectif possible, c'est l'éradication de la grande pauvreté. Et vous voyez bien, ça fait plusieurs fois que je parle d'extrême pauvreté, d'éradication de la grande pauvreté. Ça en revient à ce que je vous disais sur le 40% du revenu médian. Les gens qui vivent avec moins de 680 €, c'est de cela dont on parle. Cette éradication dans un pays comme le nôtre, elle est possible si on s'en donne les moyens. Et ça veut aussi dire, parce que en fait, si on n'a pas cet objectif d'éradication, l'objectif général, il est de diminuer la pauvreté. Mais diminuer la pauvreté, pour les plus pauvres, pour ceux dont je vous parle, c'est d'une violence inouïe, parce qu'ils savent très très bien qu'ils ne seront pas dedans, qu'on va s'occuper de ceux qui sont le plus proches du seuil de pauvreté, et surtout pas d'eux. Et donc avoir comme objectif d'éradiquer la grande pauvreté, ça veut dire partir des plus pauvres, et ça veut dire évaluer tout dispositif mis en place à partir des 20% les plus pauvres, les 20% des 9 millions dont on parlait tout à l'heure. Ça nous paraît absolument indispensable. Et si je prends l'exemple de la garantie jeune, dont on est convaincu que c'est une initiative intéressante, mais elle ne va pas suffisamment loin parce que les missions locales, entre autres, sont évaluées au nombre de jeunes qui retrouvent un emploi. Alors quand on a du bon sens, on se dit, bah oui, ça paraît un système d'évaluation le plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre ceux qui sont le plus proches de l'emploi, le moins cassés par la vie, et on ne va pas toucher les plus pauvres. Alors que si on prend le même critère d'évaluation, mais à partir des 20% les plus pauvres, ça obligera à raisonner de façon complètement différente. Donc le premier point, l'objectif d'éradication. Le deuxième, l'approche globale. Je vous ai parlé du fait que la pauvreté, ce n'était pas simplement un manque de revenus financiers, c'était un problème d'accès aux droits. Je vous ai cité les droits principaux, la question du logement, du travail, de l'accès à une éducation de qualité, de l'accès aux soins, de l'accès à la culture, et ces droits sont indivisibles. Et tant qu'on aura des politiques très sectorisées qui travailleront sur le logement, mais pas en même temps sur le travail, mais pas en même temps sur l'éducation des enfants, on n'y arrivera pas. Très honnêtement, comment apprendre dans des conditions correctes quand un enfant est logé avec sa famille à 4 dans une chambre de bonne? Je veux dire, ce n'est pas possible, ce serait possible pour n'importe qui. Donc on voit bien que si on ne prend pas la question dans sa globalité, on n'y arrivera pas. Et le troisième point, c'est la participation. Je vous en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Ces 3 points correspondent au discours du président de la République le 13 septembre. Je ne vous cache pas qu'on a été très satisfaits de ce discours, mais la réalité pour nous, elle ne suit pas. Elle ne suit pas dans la stratégie, où il y a de très bons éléments dans cette stratégie, mais il n'y a pas suffisamment de globalité. On est inquiet quand, juste après une annonce comme celle-là, on a une loi Elan qui n'aborde pas la question du logement des plus pauvres. Aucun mot sur le DALO, le droit au logement opposable. Aucun mot sur les difficultés de gens reconnus au DALO pour obtenir un logement.
Donc je dirais qu'on est d'accord avec les paroles, et c'est important qu'un président de la République ose dire qu'on se lance dans l'éradication de la grande pauvreté sur une génération, mais je dirais qu'il faut vraiment que ça suive derrière. Alors la question de la dignité et du progrès, puisque vous travaillez toute la journée sur le progrès. Moi j'ai une conviction qu'il n'y a pas de progrès possible si on laisse des personnes de côté, si justement on continue à avoir une très grande pauvreté en France. Pour moi, la base du progrès, c'est être sûr qu'on touche tout le monde. Et comment on évalue ce progrès? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, partir des 20% les plus pauvres. Et je voudrais finir en vous lisant la phrase qui est à l'entrée du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie des plus démunis et du plus exclu et la dignité d'une nation fondée sur les droits de l'homme. Merci à vous.